Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et pendant ce temps, et pendant qu'on discute de savoir si Bayrou va se succéder à Bayrou ou Bayrou va partir en laissant une adresse quand même, eh ben il se passe des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus importantes, beaucoup plus lancinantes et qui nous concernent complètement. Au Moyen-Orient, au Proche-Orient, on parle de Gaza, de Israël-Palestine. On parle beaucoup moins de Syrie, on parle beaucoup moins d'Irak, on parle beaucoup moins du Soudan. Voilà, il y a, je dirais pas de deux poids deux mesures, mais il y a un certain nombre de faits à géométrie variable. Et c'est pour ça que nous avons invité deux personnes qui habitent là-bas, en tout cas qui passent du temps là-bas, qui connaissent la région, qui sont de la région. Adnan Azam, bonjour. Bonjour. Adnan Azam, vous êtes écrivain syrien, vous êtes auteur de plusieurs livres, dont À cheval entre Orient et Occident, aux éditions du Rocher. Et François-Xavier Giquel, bonjour. Bonjour André Berkov. Vous êtes directeur des opérations de SOS Chrétien d'Orient et vous habitez en partie en Irak. Et puis vous êtes effectivement, vous passez le plus clair de votre temps au Proche-Orient, au Moyen-Orient. Et donc c'est intéressant d'avoir justement des points de vue sur ce qui se passe. Et je dirais que le jour où Adnan Azam m'a appelé en me disant il se passe des choses à Souaïda et très peu de gens en parlent. Et effectivement, il y a eu des choses, mais très peu. Alors Adnan Azam, dites-nous ce qui s'est passé. Bon, on sait ce qui s'est passé en Syrie avec la chute de Bachar el-Assad, le remplacement par El-Joulani, et en fait, il y a eu ensuite, avec les Druzes notamment et autres alaouites, il y a eu on peut dire des massacres et des voies de fait. Dites-nous, Adnan Azam, qu'est-ce qui s'est passé ? Juste une petite rappel pour l'histoire, pour les gens qui ne suivent pas comme nous tous les jours l'actualité. Le 8 décembre 2024, l'État profond dans le monde a enlevé Bachar, l'a envoyé à Moscou. Ils l'ont remplacé par un monsieur qui s'appelle Al-Joulani, qui était à la tête de le front Al-Nusra, qui est une... dont Fabius disait qu'il faisait du bon travail. Absolument. Pour se rappeler, oui. Et qui donc, c'est une organisation terroriste qui vient de Al-Qaïda, de l'État islamique. Donc c'est la même famille, absolument. Et curieusement, ce type, sa tête était mise à 10 millions de dollars. Après, à 10 millions de dollars. Absolument, par les Américains. Comme terroriste, vous voulez dire. Complètement, absolument. Mais les Américains, enfin l'État profond, on n'a pas à dire les Américains parce que c'est pas tous les Américains. Il y a quelques hommes sur Terre qui décident de notre sort. Ils ont dit que pour détruire la Syrie, il ne faut pas ramener les Syriens qui sont en Europe ou aux États-Unis, les gens comme nous, les laïcs ou les gens normaux, les gens civils, les politiques classiques. On va amener quelqu'un qui est capable de tuer sans merci, qui est capable d'exploser des bombes même à Paris, parce qu'il l'a fait, ou en Irak ou partout dans le monde. Donc ils ont fait venir Joulani et ils ont chargé la Turquie pour cette opération. C'est Erdogan qui a organisé ça. Mais alors, je voudrais que vous nous disiez, là, et vous avez bien fait de rappeler le cadre, mais qu'est-ce qui s'est passé alors, effectivement ? Dès que le monsieur est rentré en Syrie, il a commencé à brûler les lieux de culte pour la communauté alaouite, pour le Druze. Et il a passé tout de suite, 24 heures après. 24 heures après. Parce qu'il est venu pour ça. Et puis, il a foncé sur la côte méditerranée syrienne, habitée par la communauté alaouite. Et là, il a fait un massacre horrible. Dans l'espace de quelques jours, 24 000 alaouites entre tués, massacrés, même avec des couteaux sur la gorge, et des femmes kidnappées. Vous êtes sûr de vos chiffres, Adnan Azam ? Je suis absolument sûr. Si quelqu'un m'écoute qui a des relations avec les services de renseignement du monde, il peut vérifier. Pas seulement tuer. Ils sont en train de faire carrément un changement démographique dans la région. Ils amènent des bédouins d'une autre région pour le faire habiter à la place des Alaouites. Et ça correspond exactement à la politique d'Erdogan. Erdogan, depuis toujours, il veut les mettre à la main sur la Syrie. Une fois qu'ils ont fini cette massacre,
sur la côte méditerranéenne et ils sont repartis vers Damas, 500 km de l'attaquer. Et là, ils ont massacré de Druzes en banlieue de Damas. Souaïda est où exactement, cette ville? Je veux te dire, d'abord, ils ont commencé par massacrer le Druzes à Jaramana et Sahnaya. Jaramana et Sahnaya, c'est tout près, c'est collé à la quartier chrétienne de Bab Touma, à Damas. Entre Bab Touma et Jaramana, il y a 5 minutes, il y a 5 kilomètres. Donc, une fois qu'ils ont fini le massacre à Jaramana et à Sahnaya, là, ils sont partis vers le sud, vers ma région à moi, Souaïda. Souaïda, il se trouve à 100 km de Damas, sur la route qui vous êtes, excusez-moi de vous poser la question, Adnan, vous êtes druze vous-même? Comme toi, oui, je suis druze. Non, mais bien sûr. Non, mais attends, mais on n'a jamais parlé de ça, toi et moi, on se connaît depuis 40 ans. On n'a jamais parlé de notre appartenance religieuse, parce que c'est pas notre affaire. C'est pas notre problème, Voilà, c'est ça, ta religion, tu le vis à l'intérieur de ton appartement, dans ton lit, entre toi et ton Dieu. Ils sont arrivés à Souaïda, le 14. Là, tu sais... Le 14 juillet, absolument. Ah oui, carrément le 14 juillet. Le 14 juillet. J'ai dit le 14 juillet parce que j'étais en train de regarder le 14 juillet à Paris et j'ai reçu un coup de téléphone. Adnan, ils sont en train de nous massacrer. Je vais te donner des chiffres et celui qui ne croit pas, qui m'appelle, qui t'appelle, il y a plus de 100 000 soldats qui sont foncés de Damas, habillés soit en bédouin, soit en tchétchène, soit, je veux dire, une armée mosaïque de Jolani. Et ils arrivent dans ma région, de côté ouest et de côté nord. Et ils commencent... Je veux te dire qu'est-ce qui s'est passé dans mon propre appartement. Mon appartement ressemble à un musée. Tu me connais, j'ai voyagé à cheval dans le monde entier. Absolument. Et à chaque fois, j'étais dans un pays, je ramenais ce que je pouvais, des souvenirs, des documents, des photos avec le roi, le président. Ils sont rentrés dans mon appartement. Ils ont absolument tout volé. Et après, ils ont mis une bombe pour que mon appartement brûle totalement. Et comme la mienne... Il est totalement explosé. Il est totalement explosé. Et si tu veux, je peux t'envoyer les vidéos que tu peux même... Voilà. Et comme mon appartement, ils ont fait ça avec des centaines et des centaines d'appartements. 40 villages sur 132 villages. Ma région, la région de Souaïda, et ils comptent 132 villages. Il y a 40 villages, ils sont carrément brûlés, pillés, volés. Et les gens qui habitent dans ces 40 villages, ils sont à peu près 160 000 personnes, ils sont maintenant chez leurs cousins à l'autre côté de la région, ou dans des écoles. Je veux dire, j'ai pas vu dans le 21e siècle un razzia aussi violente, aussi terroriste, aussi barbare. Et puis, oui, justement, pardon, on a vu des images, nous, où il rasait, et vous allez expliquer le symbole où il rasait la moustache d'un certain nombre de druzes comme ça. C'était l'humiliation. Justement, ta collaboratrice tout à l'heure, il m'a dit, ah, vous avez des moustaches. Ouais. Et moi, j'ai jamais eu de moustache. Mais quand j'ai vu à la télévision qu'ils sont en train de couper le moustache d'un grand-père chez nous, et d'ailleurs, il est mort, ce monsieur, 2 jours après, parce qu'il était tellement humilié, il avait tellement sur la gorge, il n'a pas pu se porter. Parce que le druze aime bien le moustache. La plupart des druzes dans le monde, ils ont un moustache. Et le druze, juste pour que les gens qui nous écoutent, le druze, ça fait 1000 ans que cette petite communauté dans le monde, issue de chiisme, ils font pas de prosélytisme, ils adorent la culture, c'est un peuple vraiment de paix, et il vit avec tout le monde. On est libre, il y a beaucoup d'intellectuels chez les Druzes. On aime la vie. Donc ils sont rentrés, et ils ont tué. Mais la chose la plus grave, c'est ce que je vais te dire maintenant. Pour un Druze, si tu touches à la femme, quelle que soit la femme dans le monde entier, c'est quelque chose de gravissime. Ils ont tué des femmes, ils ont kidnappé une centaine de femmes jusqu'aujourd'hui. Et moi, je suis étonné que les femmes en France... Ils disent rien là-dessus. Ils disent rien là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Si tu peux me conseiller quelque chose d'entrée, non mais très sérieusement, comment je vais sensibiliser, à qui je dois téléphoner
Avant, on téléphonait à Simone Veil, on téléphonait à Madame Mitterrand. Je veux dire, où sont ces mouvements féministes qui devraient être les premiers à réagir? Jusqu'aujourd'hui, à peu près une centaine de femmes alaouites sont toujours et une centaine de femmes prisonnières, et on les vend pour les djihad sexuels. Donc, on les vend comme des esclaves sexuels. Exactement, c'est ça, absolument. Ouais. Donc voilà, si tu veux, aujourd'hui, le Druze, il se bat, ils essayent de continuer à exister. Ils n'ont pas déposé les armes. Et du coup, maintenant, les Brojolani, ils nous traitent de traîtres. On va se séparer de la Syrie. Mais on n'est pas ni des traîtres, ni des séparatistes. Tout simplement, on appelle le monde entier de venir nous sauver. Il n'y a personne qui est venu nous sauver. Personne n'a réagi, pour le moment, rien du tout. Il paraît qu'Israël a réagi, mais si je dis ça, ils vont tout de suite me taxer de traître. De sioniste. De sioniste. Ouais. Donc moi, je n'ai pas appelé Netanyahou, et d'ailleurs, je suis absolument sûr que Netanyahou a téléphoné à Joulani pour pour qu'il aille tuer le Druze, pour que le Druze appelle Netanyahou. Donc, je ne veux pas rentrer dans la complication de politique. Aujourd'hui, je suis là... Non, mais aujourd'hui on continue à opprimer, à persécuter les Druzes. Ça continue. Et les Alaouites aussi. Et les Alaouites aussi, absolument. Donc je ne sais pas à qui on doit s'adresser en France. J'ai déposé plusieurs lettres à main propre à M. Macron. Aujourd'hui, les gens m'appellent « Adnan, la France est un pays ami, on aime la France. Pourquoi la France n'intervient pas ?» Eh ben, il n'y a eu aucune réponse. Il n'y a eu aucune réponse. Absolument. Aucune réponse à mes lettres. Et je le dis, je n'ai pas honte à le dire. C'est peut-être les conseillers de M. Macron, ils ont estimé que je ne suis pas assez important ou assez représentatif. Pourtant, ma page Facebook, elle est aujourd'hui suivie par 80 000 personnes à travers le monde. Et vraiment. Donc, mais il y a un problème là qui est effectivement, comme il y a d'autres problèmes dans le monde, on enterre certains problèmes, vous savez, et c'est pas du tout pour faire des comparaisons et des concurrences victimaires, ce que je déteste, mais on voit ce qui se passe au Soudan, au Congo et ailleurs. Il y a des massacres qui se passent dans le silence le plus assourdissant, parce que on va pas en parler, et voilà. On va continuer avec... Mais juste une petite chose. Mais on aura le temps, mais allez-y. Moi, pourquoi je t'ai appelé, je t'ai harcelé même au téléphone, tu étais en vacances, à chaque fois tu me dis, quand je rentre, je t'appelle, et tu m'as appelé, merci beaucoup. Parce que je suis absolument sûr, comme spécialiste de la question depuis 40 ans, et tu te rappelles, tu nous as donné un coup de main depuis toujours dans notre association, contre le racisme et tout les tralala, et pour le droit des immigrés et tout ça. Je suis absolument sûr que l'extrémisme religieux de Joulani a énormément des répercussions en Europe et surtout en France. Et je suis absolument sûr, Monsieur Macron, si vous ne voulez pas m'écouter, vous allez un jour avoir affaire à des extrémistes religieux dans la rue de Paris qui m'ont même menacé par téléphone. Adnan, on continue d'en parler, on va prendre une petite pause et ensuite on va parler de ce qui se passe avec SOS Chrétien d'Orient en Orient avec François-Xavier Giquel. À tout de suite, après une toute petite pause, restez avec nous. Et si vous avez envie de réagir, vous le savez, 0826 300 300, 0826 300 300, vous réagissez. Le face-à-face. Oui, il ne fait pas très bon vivre, un peu partout pour les minorités. Des fois, ça va très bien. Et il y a des moments, ce qu'on appelle des âges d'or, et puis il y a des âges de fer et presque de sang, quand elles sont persécutées un peu partout dans le monde. Et il faut le dire encore une fois, sans faire de poids de mesure, tout le monde, dès qu'il y a persécution, massacre et crime, il faut réagir et sans faire des indignations à géométrie très variable. François-Xavier Giquel, vous êtes directeur des opérations, on l'a dit, de SOS Chrétien d'Orient. Alors, vous vivez en partie en Irak et vous vous baladez beaucoup dans le Proche-Orient. Est-ce qu'on peut parler d'une situation globale ou il faut parler de situation pays par pays ? Alors, on peut parler de pays par pays et même de allez, on peut étendre à la région par région. Ouais. C'est vrai que vous disiez que je vis en partie en Irak. En fait, il a bien fallu trouver un port d'attache administratif puisque je suis responsable de 8 pays,
puisque de 8 pays. Voilà, SOS Chrétiens d'Orient travaille en Irak, en Syrie, au Liban, en Jordanie, au Pakistan, en Éthiopie, en Arménie, donc des réalités très différentes. Bien sûr. Au Proche et Moyen-Orient, on a vu l'accélération de l'évolution de la situation ces derniers temps. On a eu la grande période de l'État islamique, suite à laquelle les États-Unis avaient déclaré leur victoire sur l'État islamique. La guerre est finie, on rentre à la maison. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et surtout, on voit que l'État islamique continue de prospérer. En Irak, il y a des poches. Entre le Kurdistan et l'Irak fédéral, par exemple, il y a des poches. Et on a vu la résurgence de certains groupes islamiques et islamistes de côté de frontières qui ne sont pas reconnus par ces gens-là, qui ne reconnaissent pas Sykes-Picot. Et donc oui, la situation est complexe. Alors, je pense qu'on peut différencier entre plusieurs situations. Des situations dans lesquelles les minorités sont persécutées directement par le gouvernement. C'est le cas, par exemple, en Turquie. Où c'est extrêmement sensible. On s'est déplacé nous-mêmes là-bas. On voit que le gouvernement de M. Erdogan encourage fortement, voire met son appareil public à la disposition des persécuteurs contre les communautés chrétiennes. De façon très lisible, bien sûr, ouverte, c'est hallucinant. En fait, on se dit que une situation telle que celle-là ne peut pas exister aux portes de l'Europe. Eh bien si, on a des dizaines de témoignages de première main qu'on a recueillis qui nous montrent à quel point les terres des monastères des premiers siècles du christianisme, puisque concrètement elles sont récupérées par le gouvernement. Ils disent soit c'est une terre, on récupère un monastère, soit c'est un terrain militaire parce qu'on se bat contre les Kurdes, donc on va récupérer des terres chrétiennes au nom de la lutte contre les Kurdes, soit ça va devenir une zone domaniale protégée et donc on va prendre la terre du monastère. Soit il y a des problèmes de cadastre et votre terre a été mal répertoriée, et ensuite ils éclatent les terres de monastères en dizaines de petites parcelles pour lesquelles il faut faire une procédure administrative qui dure des années par parcelle. Ils ont accusé le monastère Saint-Gabriel du IVe siècle d'avoir au IVe siècle construit leur monastère sur une mosquée. Et donc ils ont dépêché un docteur en archéologie. C'est au VIe siècle. Écoutez, le docteur en archéologie est arrivé dans le monastère Saint-Gabriel. L'évêque l'a accueilli chaleureusement, comme on fait à l'Oriental, et lui a dit écoutez, restez là une semaine ou deux comme vous le voulez, et vous serez accueilli comme un prince en attendant que vous puissiez repartir chez vous. Il a dit je vois pas ce que vous voulez dire. Vous avez construit peut-être éventuellement votre monastère sur une mosquée, je vais venir enquêter. Il dit une mosquée au IVe siècle. Oui, Adam et Ève étaient musulmans, monsieur. Ah oui, carrément. Bien sûr, c'est dans la doctrine islamique. Donc ça, c'est en Turquie. On a vu, par exemple, les dernières anecdotes, parce qu'on va pas rester là-dessus toute la journée, un prêtre qui a un enfant, puisque là-bas, évidemment, les orientaux sont mariés. Et évidemment, son enfant, comme tout fils de prêtre, est extrêmement bien éduqué et gagne un concours régional de mathématiques à son niveau. Première année, ça paraît dans le journal régional de là où il est. C'est dans le Tourabdin, dans le sud de la Turquie. D'accord. Et la seconde année, il gagne le concours au niveau national. Et alors là, personne n'en parle. Aucun article dans aucun média. Et l'année suivante, toute l'école a été interdite de se présenter au concours. Alors que c'était le seul chrétien de son école. Et c'est des choses comme ça, au quotidien, c'est permanent, ça ne s'arrête jamais. Et même les personnes les plus éduquées, on est en train avec mes interprètes, de parler syriaque, la langue originelle du coin, et des Turcs. Un ingénieur et sa femme sont arrivés, dit quelle est cette langue que vous parlez ? Et il dit le syriaque. Ah bon, ça vient d'où ? Vous avez immigré quand ? Mais non, en fait, c'est la langue d'ici. C'est vous qui êtes arrivé au XIIIe, XIVe siècle. Mais en fait, les gens ne connaissent pas. À un moment, on priait dans une église, des jeunes sont arrivés, on fait du bruit, se filmaient en selfie à l'intérieur. On leur dit, le prêtre leur a dit, s'il vous plaît, on prie. Et il dit, mais pourquoi vous priez dans un musée ? Et en fait, ces gens ne savent pas qu'il reste des chrétiens en Turquie et n'ont aucun respect pour l'héritage chrétien de Turquie. Ce sont des personnes obscures qu'on ne connaît pas. Avant eux, il n'y avait personne. C'est ça, voilà, exactement. Et en fait, voilà, ils nous ont raconté dans des villages qui autrefois étaient 100% chrétiens et qui le sont à 5% aujourd'hui. Ils viennent poser, en fonction des vents, en périphérie de ces villages, les déchetteries où ils brûlent les ordures pour que ces villages soient en permanence sous le vent des ordures qui sont brûlées. Et c'est ça constamment, chaque jour. Et quand je vous dis des dizaines de témoignages, ça n'a pas arrêté pendant les 15 jours qu'on a passé sur place. Donc ça, c'est en Turquie. Aujourd'hui, on en parlait avec la Syrie. Moi, de ce que j'ai observé, j'ai pas l'expertise de dizaines d'années de M. Azam, mais donc je n'affirmerai pas
je n'ai pas le pouvoir d'affirmer que le gouvernement persécute directement. Il y a encore un flou. Mais ce qui est sûr, c'est que des milices pro-gouvernementales qui l'ont soutenu durant près de 10 ans à Idlib et qui étaient derrière M. Al-Shara pour l'amener au pouvoir aujourd'hui, ces milices-là commettent des exactions en Syrie et n'ont pas encore été jugées par le pouvoir depuis des mois que ça dure, alors qu'ils s'étaient engagés auprès des gouvernements occidentaux qui ont levé les sanctions, l'Union européenne, puis les États-Unis, et des gouvernements individuels, la Grande-Bretagne, etc. Donc oui, ça c'est des endroits où, au niveau étatique, on peut considérer qu'il y a des choses à craindre. Après, il y a des endroits où des entités radicales dans les périphéries s'attaquent aux chrétiens et le gouvernement essaie de faire ce qu'il peut, mais il n'y arrive pas. Il y a deux situations, je trouve, assez similaires. Alors ça peut faire hurler parce que c'est pas du tout la même réalité géopolitique. C'est le Pakistan d'un côté, avec un gouvernement qui s'est engagé pour essayer d'assurer la sécurité des chrétiens, des juges qui ont risqué la mort, qui ont été obligés de changer de pays pour avoir libéré Asia Bibi, qui était depuis une décennie dans les couloirs de la mort pour un pseudo blasphème qu'elle n'avait jamais commis. Et on se rappelle qu'il y a un gouverneur du Punjab qui a été assassiné par son propre garde du corps parce qu'il défendait Asia Bibi pour qu'elle soit libérée. Un juge, des juges qui ont été menacés, qui ont été obligés de changer de pays après l'avoir déclarée innocente il y a peu. Mais le pouvoir s'engage et c'est dans les périphéries des grandes villes ou dans les campagnes que les chrétiens sont persécutés et massacrés au nom de pseudo-blasphème, alors que c'est pour des jalousies territoriales, familiales, amoureuses. Et en fait, en Égypte, on en profite, quoi. Voilà, et en fait, en Égypte, en Égypte, on a clairement un pouvoir du président Sisi qui essaye d'unifier le pays, de s'assurer que toutes les composantes puissent vivre en tant qu'Égyptiens en Égypte. Là, on parle même pas de minorité, on parle pas de quoi que ce soit, même si les Coptes sont entre 15 et 20% du pays. Oui, ils sont plusieurs millions. Voilà, exactement. Les Coptes. Et en fait, on voit que le gouvernement essaie de faire ce qu'il peut pour protéger les chrétiens, que ce soit dans les périphéries, encore une fois, les bidonvilles du Caire, ou en Haute-Égypte, ou dans le Delta, qui est très propice aux frères musulmans, mais que ce sont des minorités radicalisées, très proches des frères musulmans, qui engagent ces mouvements radicaux qui ont, sur quelques années, brûlé près d'une centaine d'églises en Égypte, ou qui régulièrement, pour des histoires de conflits familiaux, absolument, ont attaqué des familles entières parce que pour des histoires d'union entre familles, etc. Mais on ressent ça aussi. Et puis ensuite il y a le combat armé, évidemment. Il y a le combat armé. Il y a aussi des régions qui échappent totalement au contrôle où des milices prennent le pouvoir. Par exemple en Irak, où le gouvernement central a beaucoup de mal à reprendre la main sécuritairement parlant sur l'intégralité de son territoire, et où des milices chiites qui échappent au contrôle du gouvernement central. En fait, c'est pas forcément contre les chrétiens, mais mènent des politiques mafieuses, qui confisquent des terres, qui kidnappent des gens, qui rançonnent et qui attaquent. Donc ça c'est des situations dans lesquelles les chrétiens ont du mal à imaginer un futur sur leur terre. Et face à ça, nous, on essaye de voir ce qu'on peut faire pour les aider. Alors c'est sûr on va justement en parler de qu'est-ce qu'on peut faire, d'ailleurs aussi bien en Syrie qu'ailleurs. Quel est l'avenir, si avenir il y a. Il faut toujours avoir de l'espoir quand même, et absolument. On en parle avec Adnan Azam et avec François-Xavier Giquel tout de suite après cette petite pause. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Adnan Azam, François-Xavier Giquel, des portraits de ce qui se passe actuellement au Proche-Orient. Adnan Azam, vous avez raconté effectivement c'est la situation de ce qui se passe en Syrie, notamment pour les Druzes et pour les Alaouites et Souaïda et compagnie. Et justement, et vous disiez, mais l'Occident ne répond pas, l'Occident ne parle pas, j'essaye de voir des gens, mais dites-moi ce qu'il faut faire. Mais auparavant, est-ce qu'il y a aujourd'hui cette situation, mettons, pour ne parler que de la Syrie, mais c'est valable hélas ailleurs, est-ce que quelque chose peut sortir? Je veux dire, est-ce que là, on va être encore dans le tunnel, et un tunnel terrible pendant des années, ou qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de là, à votre avis? Avant de répondre à cette question, je veux juste réagir 2 petites secondes à ce qu'elle a dit Xavier François. Premièrement, vous avez dit que vous n'avez pas la preuve que les milices de Jolani tuent directement. Jolani lui-même, après le massacre des Alaouites, il a déclaré à la télévision, comme quoi, en arabe, bien absolument, sûr. Elle reconnaît
ce qui se passe, c'est grave. Et il a nommé une commission d'enquête. Et cette commission, il dort toujours. Ah, ça, on est d'accord. Voilà. Et là, il n'y a jamais un mot. Il n'y a jamais un mot. Depuis après, sur 24 000 tués et des femmes kidnappées et violées. Et la même chose à Souaïda. À Souaïda, il n'y avait pas 24 000, il y avait 7 000. Mais c'est quand même gravissime. 7 000 pour la population de Souaïda de 400 000 habitants. C'est comme si en France, on dit on a tué 1 200 000. C'est la proportion de nombre d'habitants. Sûr. Et alors la seconde, oui, vous dites. La seconde, c'est par rapport à la Turquie. Je ne sais pas pourquoi le média, et je t'accuse, André. Tu m'accuses, voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je te fais plus venir, terminé. Voilà. Je ne sais pas pourquoi les médias en France, on ne fait pas une campagne pour diaboliser la Turquie, parce qu'elle est absolument derrière tous les maux, tout le mal qui se passe au Proche-Orient actuellement. Mais mon cher Adnan Azam, la Turquie est dans l'OTAN. N'oubliez jamais que les nations n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Voilà. Adnan, donc la Turquie n'a pas digéré encore que Laurence d'Arabie est venue et a mobilisé les Arabes pour se libérer de l'Empire ottoman. Jusqu'aujourd'hui, à chaque fois, c'est encore ça. Absolument. Ouais, L'autre jour, Erdogan, dans un discours solennel au Parlement turc, il dit: quand j'entends le mot Damas et Alep, mon cœur vibre. Oui. Ça veut dire son cœur vibre pour les villes syriennes, parce que pour lui, ils font partie encore de l'Empire ottoman. Et il ne va pas admettre que l'Empire ottoman n'est pas arrivé jusqu'à Vienne. Et il a dit textuellement: je ne reconnais absolument pas les frontières géographiques de la Turquie. La Turquie a des frontières moraux. C'est-à-dire morale. Tu veux dire, il dit ouvertement... Absolument, absolument, il ne le cache pas. Et pour Erdogan, la frontière commence réellement avec les Gors en Chine jusqu'au Maroc. Il y a un vaste programme là. Mais absolument, c'est vrai que dans son dernier clip de campagne, pour la dernière fois, il s'est présenté aux élections. Oui. Il a ouvert son clip de campagne par des images de combattants ottomans, et ensuite en apparaissant comme ça, comme le successeur de l'Empire ottoman. Et on le voit, parce que c'est vrai que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Je le disais à la pause, mais qu'il y a aussi un dernier mal qui touche les chrétiens, c'est d'être pris dans des conflits géopolitiques. Puisque ce qui se passe, je le disais, avec l'Éthiopie, où en fait c'est purement ethnique et pas forcément religieux, rentre dans cette case-là, mais aussi ce qui se passe en Arménie, et ça intéresse beaucoup les Français. On va en parler. Où là, en effet, les chrétiens ne sont pas pris dans une guerre religieuse, mais entre les Azéris chiites, soutenus par les Turcs sunnites, pour faire une espèce de grand corridor, un grand couloir qui réunit les nations turciques. En fait, ce qu'ils veulent, c'est supprimer l'Arménie, et puis... Oui, et puis relier les nations turciques pour faire un grand empire turcique, ethnique et pas forcément religieux. Vaste programme, et nous avons Jean-Marc qui nous appelle de Salon de Provence. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour André, bonjour à vos invités. Très heureux de passer à l'antenne et de vous retrouver après ces vacances. Merci Jean-Marc. Alors, qu'est-ce que cela vous fait réagir comment, ce qui se passe au Proche-Orient? Ça me fait réagir. Alors, pour qui s'intéresse un peu au déséquilibre médiatique, c'est ce dont parlait tout à l'heure votre invité. Oui. Effectivement, on sait. Tout le monde ne le sait pas, parce qu'effectivement dans les médias, on sait très bien qu'il se passe des choses extrêmement graves. Votre invité, c'est Adnan Azam. Adnan Azam, absolument. Adnan Azam a dit qu'effectivement ce qui s'est passé n'a pas d'équivalent au XXIe siècle. Je dirais que si, il y a eu un équivalent le 7 octobre, à la frontière de Gaza, mais tout ça c'est la même chose, ce sont les mêmes. Donc le problème, on va compter sur qui? Macron préfère s'occuper de Gaza plutôt que son propre pays. Alors vous voulez qu'il s'occupe des Druzes, et puis il a reçu M. Giuliani avec force embrassade, comme il en a l'habitude. Il embrasse tout le monde. Oui, il adore ça. Quant à la gauche, et quant à la gauche mélenchoniste, attendez, mais des Arabes qui tuent des Druzes, mais ça les intéresse pas. C'est ni les bons agresseurs, ni les bons bourreaux, ils sont pas juifs, donc ça les intéresse pas. Vous voyez un petit peu où on en est. Et comptez pas sur des journalistes comme Patrick Cohen et autres pour faire tout ça. Donc ça, moi vraiment, je compatis vraiment, parce que je sens une telle injustice aussi envers la communauté druze. Mais également à la fin, et puis j'arrêterai là, je ne vais pas monopoliser l'antenne. Non, dites-moi.
Et je trouvais quand même notre invité un petit peu ingrat vis-à-vis d'Israël, puisqu'il y a quand même 150 000 Druzes environ qui vivent en Israël dans la paix. Et qui sont des Israéliens à part entière, et que Israël est intervenu militairement le 16 juillet. On peut retrouver ces données-là sur le site de la BBC pour empêcher. Ils ont fait ce qu'ils ont pu probablement. Je ne sais pas si après il y a eu des histoires. Moi, j'en doute. Mais enfin, s'il peut se tourner vers quelqu'un, à mon avis aujourd'hui, dans le coin là-bas, il vaudra mieux compter sur les Israéliens que sur la mouvance autour. Oui, en tout cas, la situation est extrêmement compliquée. En tout cas, pour 10 ans, tout ça est très, très compliqué. C'est vrai, n'oubliez pas ce que disait De Gaulle, vers l'Orient compliqué, je m'envolais avec des idées simples. Le problème, c'est que les successeurs de Gaulle n'ont pas d'idées du tout. Exactement. C'est tout notre problème, d'ailleurs, Adnan. Oui, vous parliez juste, Adnan Azam, avant de redonner la parole aussi à Franck-Xavier Giquel, et vous parlez de l'Éthiopie et de l'Arménie. Adnan Azam, vous parliez d'une église qui était près de chez vous. Absolument. J'ai laissé le soin à Xavier François de parler. C'est une église qui se trouve à Damas. Dans la ville de Damas. Absolument. Et il se trouve en face... Comment s'appelle cette église? Mar Elias. C'est une église qui se trouve en face de murailles romains, c'est-à-dire à une image digne de Moyen-Âge, de 2000 ans d'histoire. Deux kamikazes, ils sont rentrés à l'intérieur de cette église, n'est-ce pas, Xavier? 22 juin, tout à fait, oui. Absolument. 22 juin dernier. Oui, exactement. Ils se sont fait exploser pendant que les fidèles chrétiens font la prière. Messe. Absolument, pendant la messe. Donc, Jolani, pour terminer, deux mots. Elle est venue pour tuer le peuple syrien, même des musulmans sunnites. Même des musulmans sunnites modérés. Et ils sont en train de manifester discrètement contre lui à Damas et à Alep. Parce que pour lui, son rôle, c'est de rendre la société syrienne extrêmement violente et agressive pour qu'il y ait une guerre civile, et il est en train de réussir à le faire. Pour ta question, comment on va s'en sortir de ça? Et l'espoir, il y a de l'espoir. Alors, de toute façon, toutes les guerres, même la guerre de 100 ans en Europe, a fini par se terminer. Mais s'il faut encore 100 ans... Non, attends. Moi, je ne dirais pas que ça va se terminer demain. La Jeanne d'Arc syrienne. Voilà, c'est vrai. On ne va pas finir demain. Je ne veux pas être ni méchant, ni pessimiste, mais M. Trump et M. Poutine, ils se sont réunis. Est-ce que tu peux me dire quel optimisme nous ont laissé après, à la fin de leur réunion? Et le problème de la Syrie aujourd'hui, la Syrie n'est pas seule dans le monde. Si tu prends de la Chine jusqu'à Moscou, jusqu'à Washington, en passant par la petite Europe faible, tout est lié aujourd'hui. Donc, bien sûr. Il y a un proverbe chez nous, si tu vas palier l'escalier, ça commence par là-haut, vers le bas. C'est pas d'en bas jusque là-haut. Donc, il faut d'abord que les grandes puissances s'entendent un peu pour ça. S'entendent sur le partage de proies, le partage de victimes. Et aujourd'hui, ce partage n'est pas encore déterminé. C'est clair, et ça va prendre du temps, mais c'est vrai que malheureusement, le rapport des forces est toujours là, et c'est le rapport des forces qui joue. Justement, comment il joue alors en Éthiopie, Franck-Xavier Giquel, et puis peut-être en Arménie, parlons-en, parce que c'est vrai que les lignes de clivage sont très très floues, quelque part. Elles sont très fortes quand il s'agit d'islamisme, quand il s'agit de ceci. Mais juste un mot avant qu'on parle de ça. Est-ce que vous avez des statistiques en tête? Combien de minorités, notamment chrétiennes, il y avait au Moyen-Orient il y a 50 ans, mettons 50 ans ou 100 ans, et aujourd'hui? Est-ce qu'on a une idée? Alors, j'ai pas de statistiques, mais en fait, il y a juste un fait que je voudrais souligner, pour pallier mon manque de statistiques. C'est qu'on oublie trop souvent que le Moyen-Orient, c'est avant tout des Syriaques, c'est avant tout des Druzes, c'est avant tout des Phéniciens, c'est avant tout des Assyriens. Et qu'aujourd'hui, en fait, des Araméens, et que cette mosaïque a été unifiée par le sabre, pour
nous faire croire que c'est une terre à jamais arabe et qui a toujours été arabe et qu'il n'existait rien avant. Alors que démographiquement comme intellectuellement... Oui, même il y avait des Hébreux aussi. Bien sûr, et puis on connaît même... Il y a tout ce débat sur le Netflix qui nous a fait croire que les pharaons étaient d'une telle ethnie ou d'une autre, alors qu'on sait qu'il y a une influence grecque qui est extrêmement forte, alors qu'on sait qu'il y a un peuple indigène copte, parce que vous savez que Égypte en grec vient de koitos, vient de copte, et qu'en fait ces populations existaient et préexistaient à l'islam et préexistaient aux conquêtes arabes ou ottomanes. Et en fait, c'est une deuxième vague en fait qui est en train de se produire. Aujourd'hui, ces populations qui étaient majoritaires sont devenues minoritaires, et aujourd'hui, c'est ces minorités qu'on essaie de faire totalement disparaître. Alors que, comme on le disait avec Adnan, elles vivaient en paix. Elles vivaient, toutes ces mosaïques vivaient unifiées, avaient survécu aux conquêtes par le sabre et vivaient aujourd'hui unifiées et se sentaient pleinement syriens, puis chrétiens, druzes, alaouites, arabes. Et pareil en Irak, et pareil au Liban, et pareil partout. Ils appartenaient à une seule nation, étaient fiers d'appartenir à une seule nation en tant que nation unifiée, composée de plusieurs minorités. Et ça, c'est ce qu'on essaie de faire disparaître aujourd'hui, soit d'un côté pour créer des ghettos pour ces minorités, soit tout simplement en voulant les faire disparaître. Là-dessus, juste un mot, que je ne sais pas, parce que comme il y a des millions de gens qui écoutent ton émission, je ne vais pas apparaître comme quelqu'un qui rafistule l'histoire. Les Anglo-Saxons, ils ont créé cet islam radical pour nuire à l'islam vrai. L'islam vrai, l'islam de paix, où il y a des millions et des millions de musulmans qui ne demandent... qui n'ont pas envie de faire la guerre, absolument, et de tuer. Absolument. Bien sûr, donc absolument. cet islam agressif, son premier victime, c'est le vrai islam. Et l'homme arabe vrai, c'est le victime de cette, de cette manipulation anglo-saxonne. D'ailleurs, on voit le nombre de musulmans tués par justement ces islamistes. Et ce sont les anglo-saxons qui ont commencé à créer ça par la confrérie de frères musulmans qui sont très forts aujourd'hui. Absolument, partout dans le monde. Donc voilà, je voulais juste vraiment pour... C'est les premières victimes, que ce soit les militaires sunnites qui luttent justement contre les sunnites ou chiites d'ailleurs, qui luttent contre cet islam radical, ou les victimes civiles qui meurent dans les attentats ou dans les combats entre cet islam radical et en effet l'islam qui veut vivre en paix, qui veut faire société comme on dit, et qui veut permettre à toutes les composantes d'un pays de faire nation. Mais la question que je voudrais vous poser à tous les deux, mais c'est vrai que Adnan dit en catimini. Alors, je vais pas me contredire. Est-ce que vraiment il n'y a que des intérêts et que le reste on s'en fout? Comment il se fait que l'Occident, dont on sait aujourd'hui qu'il est fragile, qu'il peut être très fragile, je parle civilisationnellement, je ne parle pas des armes, etc., ne soutient pas l'islam modéré, ne soutient pas les gens qui ont envie de se battre pour la modération et laisse faire les autres? Alors je pense que, en tout cas pour moi, je pense qu'en effet, il y a une grande part d'intérêt. Il y a en France quand même, c'est pas partout. Aux États-Unis, il y a un certain angélisme. Ça dépend de quel côté on se place, et ça dépend des grandes nations. Mais nous, en France, on a des intérêts. On a un côté très émotif. Et en fait, je pense surtout qu'il y a une grande détresse intellectuelle à savoir où on en est aujourd'hui. On a souvent, pendant très longtemps, une politique arabe extrêmement claire. On se souvient du fameux I Get Back to My Plane de Jacques Chirac, et notre politique où on a poussé pour la reconnaissance, en tout cas en tant qu'observateur de la Palestine à l'UNESCO, etc. On a été toujours très clair sur nos engagements vis-à-vis de notre politique arabe. Et puis on le voit depuis le 7 octobre. Je pense que ça a commencé avant, mais Emmanuel Macron change d'avis tous les 2 jours. Il passe d'une position extrêmement radicale en faveur d'Israël. Vous voulez faire le front anti-Hamas, partir tout seul pour la création de l'État palestinien. Ouais. En fait, ça change tous les 2 jours. On ne sait plus où on en est. On ne sait plus si on est pro-arabe ou pro-israélien en fonction des jours. Et on ne sait plus où on va. Et je pense surtout qu'il ne sait pas lui-même et qu'il réagit en fonction de la rue, en fonction de l'opinion, en fonction des sondages, etc. Et donc en fait, maintenant, c'est même plus une question d'intérêt, c'est une question de détresse intellectuelle et géopolitique. Et là, c'est la détresse intellectuelle, c'est quand même très grave. Moi, je pense vraiment c'est de l'intérêt à l'état pur. À l'état pur, oui. Je prends un exemple, l'Irak. On va juste faire une dernière petite pause. Parce que nous, on n'est pas subventionnés, on n'est pas le service public. Impeccable. Donc, on fait, qu'est-ce que tu veux? On est obligé de faire avec ce qu'on a. J'adhère. Mais on se retrouve dans 2 minutes avec Adnan Azam et avec François-Xavier Giquel. À tous. Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Et les États effectivement du Proche-Orient, du Moyen-Orient, on en parle, hein, et vous le savez, c'est passionnant, avec Adnan Azam, écrivain et auteur de H-Val entre Orient et Occident, et avec François-Xavier Giquel, directeur des opérations de SOS Chrétien d'Orient. Et Et puis nous, je veux dire Occident, quand même, France, etc., confrontés à ça. Et justement, vous parliez, François-Xavier, de détresse intellectuelle. Il faut peut-être d'abord déjà combattre cette détresse intellectuelle et informer. En tout cas, c'est ce que nous essayons à notre petit niveau et de faire. Juste un mot sur l'Arménie. Alors c'est en Grand Moyen-Orient, mais l'Arménie, on a l'impression, regardez, quand le Haut-Karabakh a été effectivement ethnic cleansing, a été, comme on dit, épuration ethnique sans aucun problème. 120 000 Arméniens jetés sur les routes de l'exode. 120 000 Arméniens jetés, renvoyés. Aucun problème. Allez, bon, ça va, ça se passe bien, tout ça. Bon. Et aujourd'hui, ils le vivent comment? C'est-à-dire que cette espèce d'enclave qui a 3000 ans, hein, je veux dire, d'Arménie, est-ce qu'ils le sentent comment quand vous y allez, etc. Ils sont rassérénés. Est-ce que l'Occident leur a apporté quelques garanties ou pas? Alors, le problème qu'on a en Arménie, je pense, c'est une décorrélation des élites d'Erevan avec le pays réel. On a Nicole Pachinian, le Premier ministre, qui est en guerre avec l'Église apostolique, qui représente à la fois l'identité arménienne et l'héritage arménien, pour donc Église apostolique qui ne veut absolument pas abandonner le Haut-Karabakh, qui continue à nommer des évêques pour le Haut-Karabakh et qui demande plusieurs choses. Quid des élites politiques du Haut-Karabakh qui depuis 2022 sont enfermés dans les geôles azéris, je dirais même les combattants de la guerre de 2020. Où sont-ils? Quand vont-ils revenir? La Croix-Rouge ne peut même plus les visiter. Quid du patrimoine du Haut-Karabakh? Que va-t-il devenir? Et quid des 120 000 réfugiés? Vont-ils pouvoir retourner chez eux? Parce que il y a un traité de paix, un pré-traité de paix qui a été signé cet été sous l'égide des États-Unis entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui mettrait théoriquement fin au conflit en échange d'un corridor géré par des entreprises américaines pour 99 ans entre on ne s'oublie pas l'Azerbaïdjan et son exclave du Nakhitchevan à la frontière avec la Turquie, donc le fameux arc dont je parlais tout à l'heure, discontinu entre nations turciques. Et en fait, bon, à Erevan, tout va bien. Les bobos d'Erevan vont continuer à profiter des belles routes que monsieur Pachinian a construites plutôt que d'acheter du matériel anti-drone, ce qui serait assez urgent pour le pays quand on voit la débâcle de 2020. L'Occident, pour sa part, a commencé à passer des accords, comme on dirait too little too late. La France quand même forme des soldats arméniens dans le sud de la France à Draguignan, puisque à l'école de l'artillerie, puisqu'on leur a vendu des Césars. Comment seront-ils livrés quand on voit la pénurie de Césars qu'on a, notamment pour servir l'Ukraine? Il faut donner à l'Ukraine. Est-ce qu'on va avoir certains clients à qui on a vendu pour récupérer ce qu'on leur a vendu pour envoyer à l'Ukraine, alors que nous-mêmes on manque de Césars en France? Quand les Césars arméniens vont-ils arriver? À mon avis, je pense que ceux qui ont été formés cet été ne pourront jamais servir les Césars qu'ils ont appris à servir. Donc voilà, donc beaucoup d'interrogations. C'est une situation qui stagne et qui sombre dans le marasme. Je ne sais pas trop quoi vous dire à propos de ça. Adnan Azam, je voudrais terminer avec vous pour dire que au fond, parce qu'on n'a pas parlé du Liban. Bon, le Liban c'est encore différent, mais le Liban et la Syrie c'est quand même très proche. En même temps, tous les conflits qu'il y a eu, tout ce qu'il y a eu, c'est de je t'aime moi non plus entre la Syrie et le Liban. Mais je voudrais savoir, est-ce que cette région là, je parle de cette région du Proche-Orient, on s'en sort ou on s'en sort pas? Écoute, tout à l'heure tu as posé la question pourquoi tout ça, pourquoi tous ces malheurs arrivent au Proche-Orient et d'une manière générale dans toute la région de Maroc jusqu'à la Chine. Pour moi, c'est absolument l'intérêt à l'état pur. Je prends par exemple un pays comme l'Irak. Très vite. En 1990, le 17 janvier 1990, quand les avions américains ils ont commencé à bombarder l'Irak. L'Irak, c'était un pays prospère. C'était un des pays les plus laïques du monde oriental. Et les Américains, ils ont décidé de détruire l'Irak pour mettre à la main sur le pétrole irakien et pour mettre à la main sur le pétrole de Golfe et pour être proche de l'Iran, pour préparer un véritable front contre la Chine et la Russie. Donc en fait, le malheur du monde arabe, c'est sa position géographique qui se trouve au centre du monde. Alors on va mettre le monde arabe au Groenland, ce sera peut-être plus simple. Absolument. Voilà.
Et on se rappelle à l'époque ce fameux discours de Dominique de Villepin à l'ONU. Donc, quand elle a été contre cette guerre. Donc, c'est le monde anglo-saxon, depuis le nuit de temps jusqu'aujourd'hui, c'est vrai, qui est contenu à gérer le monde. C'est vrai, Adnan Azam, le problème, c'est que l'Europe est très faible et l'Europe a montré avec ses dirigeants que pour le moment, c'est pas l'Europe qui va prendre la relève. C'est clair. Et le pays de ce qu'on appelle le Proche-Orient, ou la Grande Syrie à l'époque, la Palestine, la Jordanie, le Liban et la Syrie, aujourd'hui, ils subissent, ils vont continuer, et ce n'est pas fini. Et tu vas voir, demain, on va envoyer ce Joulani faire la guerre à Hezbollah au Liban. Donc, ce n'est absolument pas fini. Et c'est pour ça, les Syriens aujourd'hui, ce qu'on appelle les composantes, ou les minorités, moi j'aime pas le mot minorité, mais les composantes de la Syrie aujourd'hui, comme les Kurdes, les chrétiens, les Druzes et les Alaouites, proclament un État fédéral et non un État central. Et c'est pour ça, nous, à Paris, le 21 septembre, on organise entre toutes les composantes de la société syrienne une réunion pour dire que nous voulons... On veut une autre Syrie. Et une autre Syrie, absolument. Et bien, ceux qui ouvrent un éclairage là-dessus, je les invite, parce que dans la foulée de cette excellente réunion, SOS Chrétien d'Orient organisera également le 11 octobre, samedi 11 octobre à Paris, un colloque de l'Orient chrétien, avec de nombreux intervenants, dont l'excellent consul de France, Alain Guéprat. La nouvelle Syrie et l'Orient chrétien ensemble, et ce serait une très bonne chose. Ah, voilà. C'est fini, Maud. C'est terminé. À demain, peut-être, André. Peut-être, à demain. Peut-être on fait ça. Allez, à demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.